Se chauffer au bois, c'est peut-être économique et écologique. Comment, vous allez me dire, ce qu'on lit, c'est le contraire, c'est polluant, nocif pour la santé? Eh bien, oui et non. Tout dépend, 1, de l'installation, on parlera de polets et de plaquettes tout à l'heure, et 2, de la manière dont vous faites votre feu. Si vous avez la chance d'avoir une cheminée, c'est bien pratique avec les premières fraîcheurs d'automne. Il y a la bonne et la mauvaise manière de faire un feu, en fait celle de 95% des gens. Démonstration avec un monsieur tout le monde. Tac, tac. Je m'appelle Gabi, je vais vous montrer comment on fait du feu. Alors voilà, je prends du papier, je le mets en boule, j'étends, je prends du petit bois bien sec et je le mets un petit peu en montagne et après j'allume. Et voilà, mon feu est bien parti. Effectivement, c'est une manière assez courante de faire un allumage de feu qui se fait par la majorité des gens. Donc on empile du bois, on met du papier dessous, des brindilles, puis on allume, puis on voyait le résultat. Beaucoup de fumée, beaucoup d'émissions de polluants. Ce n'est pas la bonne manière d'allumer un feu. Il existerait ainsi de bons et de mauvais feux. Cap sur la Haute École d'ingénierie d'Yverdon, où nous accueille Roger Rutlisberg. Avec ses collaborateurs, ce professeur met notamment au point des filtres pour rendre les installations moins polluantes. La combustion du bois, c'est leur spécialité. Alors on pourrait croire que c'est intuitif de faire un feu, du fait que ça fait 500 000 ans que l'humanité en fait, et puis qu'on pourrait croire qu'on est programmé génétiquement pour le faire, mais il n'en est rien du tout. On fait le feu de manière générale complètement faux du moment qu'on l'allume par le bas, et puis souvent, comme on aime à le répéter, c'est quand ça sent bon, c'est que c'est pas bon. Ce qui sent bon, c'est la fumée c'est pas bon, c'est des imbrûlés, c'est de la pollution. Place à la démonstration. Lorsqu'on veut allumer un feu, la première des choses à faire, c'est de s'assurer que le foyer soit bien propre, donc il faut avoir enlevé toutes les cendres du feu d'avant. Le but, c'est d'avoir en fait des apports d'air qui soient libres. On va déposer 2 grosses bûches au fond, bien à plat. Et puis, ces 2 grosses bûches, on va les recouvrir avec 3 bûches de taille plus petite, mises en travers par-dessus. Et puis, ensuite, on va finalement choisir 3 petites bûches, les plus petites possibles, généralement à disposition dans le carton. Et puis, entre ces petites bûches, on va placer 1 ou 2 allumes-feu, 3 allumes-feu. Ça dépend, en fait, finalement, de la taille du foyer. Ce qui est important aussi, c'est toujours de se conformer aux prescriptions qui sont données par le fabricant. Il y a un manuel d'utilisation où on spécifie souvent la méthode d'allumage puis la quantité de bois maximum qu'on peut mettre dedans. Vous allez en fait générer une forte source de chaleur au sommet qui va rayonner vers le bois. En rayonnant vers le bois, elle va sécher ce bois, elle va commencer à faire cette pyrolyse du bois pour dégager ses composés volatiles. Et eux, au lieu de partir par la cheminée, comme dans le cas d'un feu qu'on aura allumé par le bas, ces composés volatiles ils vont passer à travers les allumes-feu qui brûlent et ils vont brûler proprement. Il faudrait allumer votre feu par le haut, comme une bougie. Pour qu'il brûle, le bois doit être transformé en gaz par la chaleur. Le but est de générer une flamme à l'endroit où les gaz du bois vont passer, afin de consumer tous les résidus qui sinon s'échappent sous forme de fumée. En principe, tous les bois peuvent brûler. Les résineux vont tendanciellement brûler plus vite que les feuillus. Comme ils ont plus de lignine, moins d'hébicellulose et de cellulose, ils vont générer moins de flammes. Donc si c'est pour le spectacle qu'on veut les avoir, c'est mieux de prendre du feuillu. Si c'est pour la chaudière où on ne voit pas la flamme, ça n'a pas d'importance, on peut très bien utiliser du résineux. Le bois de cheminée vendu en Suisse provient essentiellement de nos forêts. Certains en ont fait leur spécialité. À Montrichet, Chenu Bois de Feu produit environ 30 000 stères ou mètres cubes de bois par année. On travaille principalement avec du hêtre de notre région. On va le chercher avec un camion grue. Après, on le passe de notre machine qui le débite en longueur voulue, en 33 cm, 25, enfin la longueur que l'on veut. Et il est fendu en une fois. Donc on peut faire entre 8 et 40 bûches par coup de vérin. Il faudra sécher ce bois pour faire diminuer son humidité. Pour accélérer un processus qui sinon prendrait des mois, Olivier Chenu utilise la chaleur résiduelle d'une installation au biogaz voisine. Le bois est sec en 18 jours, un produit de valeur.
À l'achat en forêt, on va parler d'environ 40 francs le ster. Et à la vente, prix au dépôt, on sera autour des 140 francs. En grande surface, le prix du ster varie entre 150 et 180 francs. Un ster, c'est environ 450 à 500 kg de bois sec. Le bois peut également être conditionné en carton ou en filet, vendu en lots de 10 ou 15 kg. Après avoir fait nos emplettes, retour dans le laboratoire du professeur Rutlisberg avec du bois local et du bois importé. La provenance du bois ne joue aucun rôle du point de vue de la combustion, du moment qu'il est bien conditionné, qu'il est sec. Mais par contre, ce qu'il faut être conscient, c'est que plus le bois vient de loin, plus il va avoir un contenu en énergie grise important. Ça veut dire qu'il y aura une part d'énergie, probablement non renouvelable, qui aura été consacrée pour pouvoir l'amener à l'endroit où il va être brûlé. Alors la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'emballage, la manière dans laquelle le bois a été conditionné. Si on prend ce carton, par exemple, on voit qu'il a pris l'eau. Donc ce qui est possible, c'est que le bois soit encore humide à l'intérieur. Apparemment, à l'extérieur, il est bien sec. Ici, on arrive à un autre exemple. On voit que le carton a été rafistolé. Donc aussi là, prudence. Sur un carton comme ça, quasiment irréprochable, on voit déjà qu'on a du feuillard à l'intérieur. Donc le feuillard, c'est rien d'autre que du hêtre. On a une possibilité de se faire une idée sur l'humidité du bois. S'il est très humide, c'est en le sentant. S'il sent très fort le bois, ça veut dire qu'il n'est pas du tout sec. Ici, il sent très très peu. Donc ça signifie que normalement, il devrait être en ordre, ce bois. On voit à l'intérieur une bûche ici qui a une particularité, c'est qu'à peu près la moitié ici, c'est déjà décomposé par les micro-organismes. Puis ça, il n'y a absolument aucun pouvoir énergétique dedans. Ce n'est pas du bois intéressant, on peut presque le démonter à la main. Par contre, le reste a l'air en ordre à l'intérieur. Ce qu'il faut faire très attention avec tous ces cartons, c'est quand on les achète, il faut les mettre à l'intérieur chez soi, puis pas les mettre sur le balcon aux intempéries parce qu'il va reprendre de nouveau de l'humidité. Le bois, il y a une seule règle à ne pas transgresser, elle est très simple, c'est la teneur en eau du bois. Une bûche d'1 kilo avec 15% d'humidité, elle a à peu près 1,5 décilitre d'eau. Donc vous pouvez vous imaginer, vous prenez un verre d'1 décilitre d'eau, puis vous la mettez à côté, c'est ce qu'il y a caché dans cette bûche-là. Le bois, dans les meilleures conditions de stockage, aura besoin de 6 mois pour passer d'à peu près 50 à 60% d'humidité jusqu'à 15%. Idéalement, il faudrait le réduire entre mi-août et mi-septembre. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment de l'année que le bois a sa teneur en eau minimum, du fait que l'air est relativement sec à ce moment-là. Résumons les règles d'or pour un feu de cheminée propre et bien réussi. Bien la nettoyer. Deuxièmement, prendre du bois sec et s'assurer qu'il est bien sec. Faire un allumage par le dessus. Générer un minimum de fumée. Et quand on recharge, la même chose, s'assurer qu'il y a toujours un minimum de fumée en se rappelant toujours que quand ça sent bon, c'est pas bon. Donc il faut éviter cette fumée. Et on arrive à réduire, je vous dis, d'un facteur 1000 les émissions de polluants d'un foyer entre une manière correcte de l'allumer puis une manière, je dirais, assez habituelle de l'allumer. Du bois bien sec, local, dans une installation récente, aux normes, à foyer fermé. Alors là, on peut se dire que se chauffer au bois est neutre sur le plan du CO2. Et avec un filtre, on limite l'émission des particules fines. Vous trouverez encore bien d'autres conseils sur 2 liens sur le site d'À Bon Entendeur. Des bûches, on en trouve. En station-service, en magasin, il y a des différences de prix. Prenons quelques exemples. 15 kg de bois, ces deux achetés chez Landier et Hornbach, du hêtre uniquement, 7,90 francs et 7,95. Là, les prix sont alignés. Celui-ci, acheté à la COP, Écoplan, bois de chauffage mélangé, hêtre, chêne, érable, frêne, 9,95 francs. Et le plus cher, toujours 15 kg de bûches, acheté chez Migros Do It, Garden, du bouleau uniquement, étonnamment cher, étonnant aussi qu'on nous propose du bouleau qui a une densité moindre que les autres feuillus. Il n'y a d'ailleurs pas de grande surface de bouleau chez nous. Son prix, 14,95 francs. Le bois, ça ne manque pas en Suisse. La forêt couvre près d'un tiers du territoire et elle s'agrandit. 2018 a été une année record en mètres cubes de bois récoltés. Et pourtant, les exploitations forestières ont de la peine à joindre les deux bouts. Le métier de garde forestier, c'est un métier de technicien qui doit s'occuper de toute la gestion de la forêt, autant le rajeunissement de la forêt que la récolte des bois et que toutes les actions en faveur de la nature. Tout citoyen peut s'y promener, que la forêt soit publique ou privée. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Donc ça, je pense que c'est une particularité qui fait que pour le Suisse, la forêt lui appartient. Est-ce qu'on a le droit, si on se promène en forêt, de ramasser du bois et de le ramener chez soi?
Alors, normalement pas, parce que ce serait du vol. Donc, le bois, il appartient au propriétaire. Mais c'est vrai que souvent, dans les mœurs, on autorise les gens à ramasser quelques morceaux de bois pour leur usage personnel, du moment qu'ils n'en font pas un commerce bien établi. Amaury Hanin gère plus de 1200 hectares de forêt qui s'étendent du bord du lac Léman jusqu'au sommet du Jura. En Suisse, on parle de la gestion forestière sous forme du développement durable, c'est-à-dire qu'en forêt, on ne coupe pas plus que ce que la forêt accroît, c'est-à-dire on ne coupe que l'intérêt du capital. Dans cette forêt qui s'appelle le bois du Penay, on fait 2 actions, c'est régénérer la forêt, la rajeunir pour que de nouvelles pousses puissent voir le jour. Et puis aussi un autre aspect, c'est un aspect de biodiversité où on travaille en faveur d'un milieu naturel et d'un espace de vie pour le grand tétras par exemple. En forêt comme ailleurs, les techniques évoluent. Voilà comment digérer un arbre de 30 mètres en moins d'1 minute. Du moins, partout où cette machine peut accéder. Si la forêt suisse s'accroît chaque année, elle reste sensible et traverse une période délicate. Les arbres affaiblis par la sécheresse et les tempêtes deviennent plus vulnérables aux parasites. Alors voilà, ici on voit 2 arbres dits bostrichés. Donc ces 2 arbres ont été attaqués par les insectes qui ont pondu leurs œufs et ensuite de ça les larves mangent la partie de l'écorce qui empêche l'arbre d'amener la sève jusqu'à la cime. Certaines régions ont particulièrement souffert. Rien que dans le Jura, sécheresse et bostриche auraient ravagé 200 000 mètres cubes ces 2 dernières années. Une véritable catastrophe écologique. Ces milliers d'arbres malades additionnés à la concurrence étrangère pèsent sur le marché du bois. Il est toujours plus difficile de tirer des revenus de l'activité forestière. Dans les années 50-60, un bûcheron qui coupait un arbre, une fois que l'arbre était abattu, qu'on vendait cet arbre, ça payait 1 semaine de travail. Et puis aujourd'hui, ce même arbre, si on le recoupait, ça paye 1 heure de travail. Dans certaines communes, ils ne payaient pas d'impôts communaux parce que la forêt rapportait suffisamment pour faire fonctionner le ménage communal. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, je vous rassure. Une fois coupés, les meilleurs arbres sont destinés au sciage. Départ pour le Gros de Vaud, où se trouve une des plus importantes scieries du pays. Ici, pour tirer son épingle du jeu, on travaille le bois à grande échelle. L'entreprise San, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1904. Donc c'est la 4e génération. J'ai repris l'entreprise avec mes 2 frères en 1994. Il faut savoir que dans les années 2000, il y avait sur un plan suisse l'équivalent de 450 scieries. Actuellement, nous ne sommes plus que 230, malheureusement. Et sur un plan roman, nous étions en 2094 scieries et nous ne sommes plus que 22 scieries. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pratiquement pas eu de faillite, fort heureusement, mais c'est beaucoup le vieillissement des installations. Donc celui qui doit reprendre, il doit investir énormément quand il y a un repreneur, et très souvent, il n'y a pas de repreneur. Ça, c'est la grande difficulté. Puis après, naturellement, la concurrence des marchés étrangers pour les petites scieries. Actuellement, ce qui est importé en Suisse est en général entre 10 et 20% plus bas que nos prix. En 2007, quand l'euro était très haut, nous avons fait à l'époque 92% d'exportation. Actuellement, vu que l'euro a baissé, donc nous avons dû revoir un petit peu nos cartes et nous sommes actuellement sur l'équivalent de 35% de marché intérieur. La scierie parvient malgré tout à exporter les 2/3 de sa production. Des bois destinés à devenir principalement des charpentes ou du bois d'emballage. La compétition se fait avec des géants. On est 2e au niveau suisse avec 170 000 m3. Mais si vous allez en Europe, ils sont à 600 000, 1 million de m3. Donc ça, cette évolution, c'est vraiment l'industrialisation des scieries. On a énormément investi dans nos installations. C'est ce qui nous permet de durer.
Dans un marché qui est très difficile, je pense qu'il faut être automatisé comme on l'est pour tenir sur la durée. Pour survivre, on peut travailler au niveau industriel ou alors miser sur la proximité. Changement d'échelle. Dans le Chablais, le groupement forestier des Agites croit lui aussi dans le bois helvétique. On a eu la chance, en fait, en 2014, de pouvoir reprendre la petite série de Corberrier. C'est une petite unité de sciage. On scie actuellement environ 1000 m3. Mais nous, l'objectif, c'est d'essayer d'apporter une plus-value au joli bois qu'on exploite dans notre région. On fait de l'artisanat. C'est notre point fort, c'est qu'un client peut arriver, il peut commander une poutre, 2 planches, 3 carrelets. Nous, on est capable de remplir toutes les commandes dans un délai de 2 semaines. Contrairement à une série industrielle qui, lui, va faire un produit standard, ils vont faire des kilomètres par jour. Nous, on vise des marchés de niche et des marchés locaux, des circuits extra courts. Là aussi, on est en concurrence avec le bois étranger. On est soumis au marché européen, voire mondial. Donc, il y a eu tellement de tempêtes, le marché est submergé de bois. Donc, le prix a fortement baissé. C'est assez dramatique pour tous les propriétaires forestiers. Un ordre d'idée, dans les années 80, un mètre cube de bois résineux valait environ 200 francs. Aujourd'hui, c'est plus près de 60-70 francs. Donc c'est très compliqué. Les propriétaires forestiers ont moins de revenus. Et nous, on a essayé de trouver d'autres produits, d'autres développements pour trouver d'autres sources de financement. 2018 a été une année record pour la récolte de bois. Les quantités sciées sont en augmentation et on n'a jamais autant construit en bois. Écologique et générateur d'emplois, le bois local ne manque pas d'arguments. Au consommateur de faire son choix. Beaucoup de bois, mais des arbres affaiblis, du bois de provenance étrangère qui coûte moins cher. Situation vraiment pas facile. On va en parler avec vous, Christina Guiche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en duplex de Sion, directrice de Forêt Valais. Alors, est-ce que vous voyez l'avenir de cette filière du bois et vous le voyez en noir ? Alors, ça fait 40 ans que les forêts de montagne ont de la peine à joindre les deux bouts, donc à financer les interventions. Mais je suis quelqu'un d'optimiste, donc je suis persuadée que le bois, c'est un matériau renouvelable qui est écologique et qui vaut mieux utiliser sur place que de faire venir de l'étranger. On sait que vous avez lancé, c'est un label privé, le label Bois Suisse qu'on voit derrière nous pour au fond promouvoir le bois local, ce que vous faites très bien en ce moment. J'ai lu quelque part que pour construire une maison avec du bois suisse, ça coûte à peu près 7 à 8% qu'avec du bois étranger d'importation, c'est juste ? Pas tout à fait, c'est 1 à 3% de surcoût. Parce que s'il est vrai que le lamellé collé qui nous provient de l'étranger est beaucoup moins cher que le lamellé collé suisse, la matière première, ce n'est pas ce qui coûte dans la construction d'une maison. Donc pour une maison individuelle d'à peu près 120 mètres carrés au sol, c'est entre 1 000 et 3 000 francs de plus. Donc pour celui qui est soucieux de la provenance de son bois, qui est soucieux d'avoir un bois qui sort d'une forêt qui a été entretenue dans le respect de la nature, je pense que ça vaut le coup de mettre ça. Dans le reportage, on a parlé de la santé ou de la mauvaise santé des forêts jurassiennes. Il y a actuellement 200 000 mètres cubes de hêtres qui sont en train de mourir dans le canton du Jura. Comment se portent les forêts valaisannes ? Alors, ça fait 20 ans qu'on a des problèmes sur les coteaux valaisans, avec donc les mêmes soucis dus à la sécheresse, avec les pins qui dépérissent. Et ce qui est dramatique, c'est que cette année, on voit aussi le sapin blanc dépérir, alors qu'on pensait que cette essence-là, qui a des racines profondes, survivrait mieux à ces épisodes de sécheresse. Donc il y a quand même des arbres qui sont en mauvaise posture, dirais-je maintenant. Alors on a tous les coteaux, donc les forêts, les pinèdes qui sont sur les coteaux qui dépérissent depuis 20 ans et gentiment il ne reste plus de pins. Et ça pose aussi des gros problèmes au niveau de la sécurité. Donc c'est des forêts, toutes ces forêts qu'on a en Valais, elles sont là pour protéger les infrastructures et les habitations. Ça vous inquiète ? Ah, c'est clair. Surtout que le pin était une essence qui supporte déjà bien la sécheresse, donc on se demande un petit peu qu'est-ce qui va pouvoir survivre et puis prendre sa place. Question qu'on se pose tous, évidemment. Merci pour vos explications. Très bonne soirée en Valais. Bonne soirée, au revoir. Et puis j'ajouterais que près de 40% du bois récolté en Suisse, c'est ce qu'on appelle du bois énergie, du bois pour se chauffer. On a parlé de bûches tout à l'heure. C'est de loin pas le seul moyen d'utiliser le bois. Regardez. De la cheminée à la centrale thermique, la Suisse compte plus de 560 000 chauffages au bois. Un véritable débouché pour une économie forestière moribonde. Retour à la scierie de Corberrier avec Laurent Fivat.
Il faut savoir, quand on exploite une scierie, en fait, sur un bilan, il y a environ 45% de déchets. Et nous, je pense qu'on ne serait pas lancé dans l'exploitation de cette scierie si on n'avait pas le marché pour ces sous-produits de scierie. Le camion qu'on voit derrière nous déchiquette en fait les coénos. C'est la partie extérieure de moins bonne qualité d'une bille qui ne peut pas être utilisée en sciage et qui sera utilisée, mise en valeur sous forme de bois énergie. En termes de chiffre d'affaires, c'est important. On réalise un chiffre d'affaires qui est supérieur que par rapport à la vente des bois de sciage, des bois de service qui partent dans les scieries. Et donc ça a pris une importance capitale pour nous. Je pense que si on avait dit ça à un de mes collègues il y a 30 ans, ils nous auraient traités de fous. Ce bois déchiqueté s'appelle plaquettes forestières. C'est ce que vous voyez ici. Tous ces sous-produits sont brûlés en plaine dans un chauffage à distance. Le groupement forestier des Agites est responsable de son alimentation. Ici, on se trouve dans la chaufferie du chauffage à distance du Haut-Lac, qui est un grand chauffage à distance régional, qui est alimenté par 2 chaudières à bois, uniquement par du bois propre, donc du bois de forêt. Il n'y a pas de bois de récupération. Les 20 km de réseau alimentent des quartiers de villas, des bâtiments communaux, des entreprises et le nouvel hôpital Riviera-Chablais. L'énergie produite équivaut aux besoins d'environ 2000 habitations. La première année, on a consommé environ 3000 m3 de plaquettes. L'année passée, on était à 13 000. Cette année, on devrait être à 16-17 et à terme, on sera entre 20 et 25 000 m3 de plaquettes par année. La combustion est propre. Le chauffage au bois cherche à surmonter les problèmes de pollution qui l'ont entaché par le passé. Ces grandes installations, elles ont des filtres très performants. Il n'y a quasiment que de la vapeur d'eau qui sort de la cheminée. Ça fait 15 ans qu'on a renforcé l'ordonnance sur la protection de l'air en ce qui concerne les poussières fines. Et le bois est directement concerné parce que justement, comme c'est un combustible solide, il en émet beaucoup par rapport au mazout. On a commencé en 2006 avec les grandes puissances de chaudière. Puis là, en 2018, on arrive au bout. Là, c'est pour les petites puissances. Chez les particuliers, il y a des contrôles qui vont être mis en place. Et puis, le gros avantage du bois énergie, c'est que c'est neutre en CO2, renouvelable, local. Autrement, les désavantages, c'est, disons, c'est un combustible solide. Donc, il faut faire attention à bien maîtriser, contrôler la combustion, parce que c'est plus difficile que de brûler des gouttelettes de mazout ou de brûler du gaz fossile. Si l'on peut dire que le bois est neutre en CO2, c'est parce qu'en brûlant, il relâche dans l'air la même quantité de gaz carbonique que celle absorbée au cours de sa croissance. Si l'on avait laissé l'arbre se décomposer en forêt, la même quantité de CO2 serait retournée à l'atmosphère. Avec un bois local, le bilan sera meilleur que celui du mazout ou du gaz naturel dont la production et le transport polluent beaucoup. Le défi est également de produire de l'électricité avec le bois. Pour l'heure, on ne peut le faire de manière rentable que dans de très grosses installations. Installations qui doivent se trouver à proximité de la matière première. Les scieries ont ainsi un débouché pour les 40% de bois restants après le sciage. À l'époque, on avait des gros soucis, spécialement avec les écorces. On ne savait plus quoi en faire. Et puis, il a fallu trouver une solution. Donc, on a appelé différents investisseurs. C'est Roman Energy qui est venu pour construire cette centrale. Et pour nous, c'est le grand apport par rapport aux écorces. On est en plein dans le principe de l'économie circulaire. Les déchets des uns de la scierie sont pour nous notre matière première. Et tout cela, on le fait avec une très basse empreinte carbone, puisque tout se fait sur ce site, sur le site de la scierie. La sciure et les copeaux sont acheminés directement dans la centrale à travers un tapis roulant suspendu. La sciure servira à fabriquer 18 000 tonnes de pellets par année, soit la consommation de 5 000 ménages. L'écorce et les copeaux sont brûlés afin de produire de l'électricité à travers une turbine à vapeur. On fait environ 26 à 27 millions de kilowattheures par année, ce qui représente grosso modo la consommation annuelle de 8 000 ménages. Pour faire tout ça, on consomme environ, si j'additionne les sciures, les copeaux et l'écorce, ça fait 300 000 m3 de matériaux consommés chaque année pour tout ce process. Je pense que c'est vraiment une solution d'avenir parce qu'avec ça, on a pu économiser environ 2000 camions par année qui sortaient de la scierie. Et puis, il n'y a plus de transport. Donc, les sous-produits sont transportés directement par bande dans la centrale. Au niveau écologique, c'est difficile de le faire mieux, je pense. Voilà. Les plaquettes forestières restent majoritairement destinées à de grandes installations. Pour les particuliers, la tendance, c'est le pellet ou granulé de bois. En 2017, on comptait 26 000 chaudières à pellets en Suisse.
Nous sommes allés à Gain rencontrer un agriculteur qui a senti le potentiel de ce combustible. Il y a un forestier qui m'a dit une fois, écoute Oscar, tu ne veux pas faire des granulés de bois? Ça c'est la mode. Et puis après j'ai dit, ouais, des granulés de bois. Il faut être quand même un peu fou pour granuler du bois, parce qu'on peut aussi le brûler comme ça. S'il y avait un qui m'aurait dit ça il y a 20 ans, un jour tu vends 10 000 tonnes de pellets, j'aurais dit, mettez celui-là à Marsan s'il ne va pas fort. Mais c'est quoi exactement un pellet? Oscar Schnevely nous explique le processus de fabrication. Dès que cette matière première elle est sec, on la broie dans un moulin à marteau. C'est une pièce mécanique qui est connue depuis 100 ans aux céréaliers. Alors les céréaliers, il y a longtemps qu'ils font du moulin. Et puis dès que ça s'est passé là-bas, c'est une sciure très très fin. Et puis dès que cette sciure très très fin elle passe la presse, ça forme ça sur des pellets, ça veut dire des tiges 6 mm d'épais jusqu'à 40 mm de long. Ça, c'est un gros rouleau qui est équipé avec 2 petits rouleaux dedans, puis ça presse ça en travers. Le granulé de bois, ou appelé aussi pellet, c'est la forme finalement de bois la plus standardisée. Si on prend la bûche, elle est standardisée uniquement au niveau de la longueur, la plaquette forestière au niveau de sa granulométrie, mais le granulé de bois, lui, il est, j'entends, caractérisé non seulement au niveau de sa taille, de son diamètre, de la longueur, de son pouvoir énergétique, de sa teneur en eau, sa teneur en cendres, sa teneur en certains métaux lourds, puis là, une bonne densité énergétique parce qu'on est à peu près à 600 kg par mètre cube. Dans le monde du pellet aussi, la concurrence étrangère est féroce. On estime qu'un tiers des pellets consommés en Suisse est importé. Ils sont vendus en moyenne 20% meilleur marché. Mais la réalité, c'est actuellement, vous pouvez acheter des granulés de bois d'étrangères pour le prix que moi je paye aux forestiers la matière première. Et puis c'est pour ça que je dis, ça, c'est pas juste. Et aussi longtemps que j'existe, je vais jamais faire un peu import à côté pour mélanger, pour avoir juste assez, pour gagner 3 clients l'hiver. Nous, on fait avec le bois qu'on a ici, avec les ressources qu'on a ici, et puis on vend ça ici dans la région. Vraiment un produit régional et propre. Ce qui plaide une fois de plus pour une consommation de bois local. Bonsoir Andrea Gringey. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ces reportages avec Yves Poulicon, l'aide de nos recherchistes. On va se poser évidemment la question de savoir combien ça coûte de se chauffer au pellet comparé au gaz, à l'électricité, au mazout. Si on regarde le prix de l'énergie ces dernières années et l'évolution notamment sur ces 13 dernières années, on voit que l'électricité est vraiment celle qui coûte le plus cher. Le mazout est, lui, celui qui varie le plus. On voit c'est l'énergie la plus variable, on voit un pic en 2008 notamment. Le pellet, au contraire, lui, il apparaît plutôt stable. Le prix du pellet, les gens peuvent se demander s'il est indexé à celui du mazout, alors ce n'est pas le cas. Le prix du pellet est fixé de manière à être le plus concurrentiel afin de couvrir les coûts de l'exploitation forestière. D'accord. Alors si on ramène ça, pour être très concret, en monnaie sonnante et trébuchante au prix du kilowattheure, si on compare tout ça, ça donne quoi ? Alors on a ici les estimations les plus récentes qu'on a trouvées, qui datent d'août 2019. Alors comme nous l'avons vu, l'électricité est le plus cher, avec 17,38 centimes. Il faut savoir qu'en Suisse, le prix de l'électricité dépend de la commune où on habite. Oui. Ensuite, on va trouver le gaz naturel à 9,86 centimes et finalement le pellet à 7,23 centimes. Alors pour être plus concret encore, on va voir ce que ça donne à l'échelle d'une maison en prenant en compte aussi l'aspect écologique. Oui, c'est vrai que prendre en compte seulement le coût de l'énergie, ça ne dit pas grand-chose parce que les coûts totaux, en comptant l'investissement, l'amortissement, ne seront pas les mêmes. Oui. Une chaudière au pellet, par exemple, va coûter plus cher qu'une chaudière au mazout. Et donc, pour faire ce calcul, le WWF a pris l'exemple d'une maison de 200 mètres carrés. Alors, on va voir les comparatifs. Oui. Dans leurs comparatifs, qui sont classés du moins écologique au plus écologique, on voit que niveau prix, le pellet est plus ou moins équivalent au mazout. On parle de 3 800 francs environ par année contre 3 700 francs pour le mazout. Le gaz est un peu moins cher à 3 000 francs. Et ce qui est le moins cher, c'est la pompe à chaleur à 2 800 francs, pour laquelle il faudra quand même compter un premier investissement conséquent. D'accord. Et au niveau du pellet, on voit que ça dégage très peu de CO2. C'est vraiment une très bonne solution écologique.
Oui, ça dégage entre 5 et 7 fois moins de CO2 que des solutions au gaz ou au mazout. D'accord, merci beaucoup. Et si vous voulez faire le calcul pour votre propre logement, vous trouverez 2 comparateurs sur notre site. Un assez complexe pour des calculs très précis avec beaucoup de paramètres et un autre qui est beaucoup plus intuitif. Merci beaucoup Andrea pour ces explications. Très bonne soirée. Merci. On reste dans le monde végétal. Nous sommes les plus gros acheteurs européens de plantes en général et de plantes d'intérieur en particulier. Loin derrière la Norvège qui nous ressemble pourtant, pouvoir d'achat élevé, long hiver, encore que de moins en moins, montagne et le besoin de verdir nos logis. Alors d'où viennent toutes ces plantes? La réponse de Claire Braillard et Pierre-Yves Bovigny, enseignants à la Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève. Pour la rentrée, si on prolongeait un peu l'été chez soi, par exemple avec une jolie plante d'intérieur, une plante exotique, ça vous dit? Oui, mais voilà, est-ce que c'est une bonne idée d'amener les tropiques chez soi? Quelle plante choisir? Et est-ce bien écologique tout ça? On va demander à notre expert en botanique. Salut Pierre-Yves. Bonjour Claire. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Pauvre plante. Mais chut, ne les effraie pas. Tu vois, ce Beaucarnéa, ce bégonia, ce chamaedorea, sont des plantes qu'on a arrachées à leurs conditions d'origine. C'est des plantes en captivité. C'est horrible. On les obligeait à pousser dans nos intérieurs. Bah, tu vois, les plantes vertes, les plantes de nos intérieurs, sont des plantes qui proviennent des régions tropicales, voire subtropicales, où les conditions de croissance sont complètement différentes de celles de nos appartements et on va les obliger à pousser chez nous. Bah, c'est pas facile, la vie d'une plante verte. Et ces plantes, comment elles font pour vivre alors loin de chez elles? En fait, elles ne vivent pas dans nos appartements, elles vont survivre. Elles vont commencer à décliner dès le premier jour, parce que rien ne correspond à ces exigences d'origine. Le principal problème, c'est qu'on a un climat beaucoup trop linéaire en appartement. On n'a pas de repos hivernal ou estival, comme la saison sèche, saison des pluies, dans leur pays d'origine. Ouais, c'est logique, je comprends mieux. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer une alternative locale avec une plante bien de chez nous, comme ce noisetier par exemple? Ben, malheureusement pas. Les plantes de chez nous, celles qui croissent naturellement dans nos extérieurs, elles ont besoin de froid hivernal. Pour initier un repos de végétation, ben, dans nos appartements, il fait chaud toute l'année, même en hiver. On pourrait à la limite imaginer une culture de légumes ou quelques fleurs en appartement. Enfin là, on n'est pas tout à fait dans le remplacement d'une plante verte, non, malheureusement. Mais elles viennent d'où alors ces plantes? Ben, elles ne viennent pas de Suisse, majoritairement d'Afrique de l'Est, Kenya, Zimbabwe par là-bas, ou de Hollande. Mais alors le bilan CO2, il n'est pas terrible? Non, écologiquement, c'est clair que des plantes qui viennent d'Afrique ou même de Hollande, c'est pas forcément terrible. Mais il faut savoir que les plantes africaines, on ne les chauffe pas et on ne les éclaire pas pour les produire. Donc le bilan CO2 est parfois assez bon. Mais alors pour qu'elles soufflent moins, je dois les mettre où? Alors tu vois, les plantes qui ont des petites feuilles, comme ce ficus, sont celles qui nécessitent le plus de lumière parce qu'elles sont au-dessus des forêts tropicales. A l'inverse, les plantes à très grosses feuilles sont celles des sous-bois des forêts tropicales et on peut les mettre où il y a moins de lumière. Ok. Alors tu peux la mettre par exemple ici, ça ira très bien. Voilà. Enfin, elle pourra supporter. Ouais. Mais dormir avec toutes ces plantes, c'est pas un peu dangereux? Mais non, il n'y a absolument aucun risque à se coucher, à s'endormir et à se réveiller en vie demain matin. Il faut imaginer qu'un ficus d'environ 2 mètres de haut comme celui-là, ça consomme 1 litre d'oxygène par heure la nuit. Et toi, tu vas en consommer 30 litres à l'heure la nuit. Ah oui. Donc tu vas consommer beaucoup plus que toutes les plantes réunies. D'accord. Il n'y a aucun risque, on se réveillera en vie demain matin. Ok, tout va bien. Eh oui, je les ai libérées les plantes. Mais à l'intérieur. Parce qu'elles nous font quand même du bien. Allez, on se retrouve bientôt pour une autre histoire de plantes. On se retrouvera en effet pour une histoire de compost que l'on peut faire aussi sur son balcon. Olivier Marc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Jardin Suisse qui représente les intérêts de la branche horticole. Alors il y a très peu de production intégrale de plantes vertes en Suisse. Expliquez-nous pourquoi. Historiquement, les horticulteurs suisses, quand les plantes vertes sont devenues à la mode au XXe siècle, se sont plutôt orientés en fait sur la production de plantes fleuries. La production de plantes vertes exige beaucoup d'énergie, beaucoup de place aussi. Et puis, à l'époque déjà, les gens étaient soucieux de dépenser autant d'énergie pour produire des plantes dans des installations qui n'étaient peut-être pas adéquates à l'époque. Et puis, ce sont vers d'autres productions qu'ils se sont orientés à l'époque. Ces plantes exotiques sont la plupart cultivées en Hollande, sous serre. Elles sont boostées à l'engrais, on l'avait montré dans La Bonne Entendeur. Mais néanmoins, ça vaudrait quand même la peine d'avoir des plantes vertes chez vous. Vous me disiez, elles ont des avantages pour nos intérieurs. Hein. Alors, d'une manière générale, les plantes vertes, elles embellissent les intérieurs, bien sûr, mais elles ont aussi un rôle un peu plus utilitaire. Oui. Notamment, elles humidifient le climat, elles améliorent le climat en humidifiant les pièces.
Et puis, ça paraît plus adéquat de mettre une plante. On peut gagner jusqu'à 15% d'humidité relative plutôt qu'un appareil électrique qui ne dure pas éternellement non plus et puis qui est branché sur l'électricité. Est-ce qu'il y a des plantes vertes qui sont plus profitables en termes d'humidification que d'autres? Les plantes vertes qui sont plus grandes et qui ont des grandes feuilles, en général, elles transpirent davantage. D'accord. Alors, si on voulait quand même acheter absolument du local pour son intérieur, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Alors, c'est vrai, puisque le critère, je dirais, de l'origine des plantes n'est pas très pertinent, finalement, c'est le critère du bilan CO2 pour acheminer ces plantes jusqu'au consommateur. Oui. Et là, je conseillerais aux consommateurs de considérer la provenance de la culture, en fait, de privilégier des circuits courts et des produits qui seraient cultivés plutôt dans la région ou dans la localité. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de plantes vertes en Suisse, pourquoi pas s'orienter vers certaines plantes fleuries qui amènent aussi certains avantages, qui sont un peu passées de mode. Comme quoi, par exemple? Alors, par exemple, des sympolias, des azalées, des cyclamènes. C'était un petit peu ce qu'on appelle des plantes de grand-mère, mais elles étaient pleines de bon sens, nos grand-mères, puisque finalement, ce genre de plantes dure infiniment plus longtemps que des roses qui viendraient, par exemple, du Kenya ou d'Amérique du Sud, et qui ne durent que 3 jours. Elles égayent les intérieurs plus longtemps, le bilan CO2 semble meilleur. Et si on veut absolument du vert, pourquoi pas du lierre finalement? Alors le lierre, oui, alors le lierre ça marche très bien. Ouais. Alors on peut peut-être pas en mettre partout, mais le lierre c'est une espèce indigène qui nécessite peu d'énergie pour être cultivée et puis qui tient très bien dans les intérieurs. D'accord. Merci pour les conseils. Ce sera utile pour toute la saison hivernale. On a besoin de couleurs et de verdure chez soi. Merci à vous. Très bonne soirée. Merci beaucoup. On vit dans une société dans laquelle nous avons le choix et même l'embarras du choix entre des produits et des services. Alors, comment décoder tout ça? Les revues francophones des consommateurs et consommatrices regorgent d'informations utiles. On va en parler avec vous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Vous avez fait une sélection d'articles et puis j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Yves Muller. Bonsoir. Rédacteur en chef de Bon à savoir. Votre numéro de ce mois est consacré en bonne partie au bio, avec la question que vous posez dans l'édito, finalement, à qui profite le bio? Mais première question quand même, est-ce que le bio est vraiment de plus en plus cher au fil du temps? Alors, c'est la 4e fois en 10 ans qu'on se livre à ce comparatif, toujours selon les mêmes critères. La première fois qu'on l'a fait en 2008, on avait un surcoût pour le bio de 66%. En 2014, 88%. Là, on est en 2019, on est à près de 150%. Ah oui. Donc la réponse est oui. Le bio est de plus en plus cher. Alors, dans votre comparatif, vous n'avez pas inclus ni Lidl, ni Aldi, ni Denner. Pour quelle raison? Alors, on a essayé de faire notre panier chez Lidl, Aldi et Denner. Le problème, c'est que l'achalandage n'est pas très, très important chez ces hard discounters. On a à peu près la moitié de notre panier chez Lidl et Aldi, un quart chez Denner. Donc, on s'est concentré sur Coop et Migros, qui, eux, ont vraiment une large distribution. À eux deux, d'ailleurs, ils représentent à peu près les 3/4 des ventes de produits biologiques. Je reviens à la question première. À qui profite le bio? Alors, il est très difficile d'avoir une quelconque information sur les marges de ces grands distributeurs. C'est le problème éternel qu'on connaît tous. On a l'impression, en tout cas, qu'il y a un effet d'aubaine. Et on le voit, nous, dans le résultat de notre comparatif. Le bio profite davantage aux grands distributeurs qu'aux consommateurs. C'est une évidence. Quand la Migros conteste un peu votre comparatif, parce qu'elle dit vous ne tenez pas compte de la qualité des produits, qu'est-ce que vous répondez? Alors, les grands distributeurs aimeraient bien qu'on compare les produits bio aux produits haut de gamme. Le problème, c'est que si on fait ça, on atteste du fait que les produits sains sont inaccessibles au plus grand nombre. C'est inacceptable parce que le problème n'est pas un problème gustatif, c'est un problème de santé publique. Par ailleurs, c'est un petit peu facile de réfuter nos chiffres en nous opposant simplement à un secret d'entreprise pour dissimuler ses marges. D'accord. Alors voilà pour le bio. Il y a évidemment d'autres articles intéressants dans votre revue de ce mois. Stéphane, vous en avez sélectionné un? Oui, tout à fait. Alors il y a un test sur les casques audio anti-bruit qu'on voit beaucoup dans les transports publics, en avion, dans les trains, qui limitent le bruit. Des casques qui fonctionnent sans batterie la plupart du temps. C'est un test fait avec Kassensturz qui donne de très bons résultats. D'accord. Alors il y en a d'ailleurs, c'est très bon, effectivement, un très bon, 6 bons. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de payer cher. Non, effectivement, on a un casque, notamment, c'est notre choix d'ailleurs, à chaque fois on fait un choix, qui est à 150 francs et qui est bon, donc il y a des bons critères, et qui d'ailleurs a une batterie très performante, ce qui est
vraiment pas le cas de tous les casques qu'on a testés. Par contre, le problème de ces casques, c'est justement qu'ils fonctionnent la plupart sur batterie. Et puis, au bout de 2 ans, quand la garantie est échue, il y a le risque que la batterie ne fonctionne plus au bout d'un certain temps. Et là, on est coincé, à part de le démonter soi-même, essayer de changer la chose. Il va falloir soit payer, soit se débarrasser du casque. C'est un problème quand même. Oui, c'est un problème. On voit des tutoriels sur Internet un peu partout pour essayer de changer soi-même le casque. Les tutoriels font parfois 10 minutes, ce qui explique que c'est vraiment très compliqué. Parfois, on peut les faire changer par les distributeurs, mais il arrive que ce soit la moitié du prix du casque. Donc effectivement, c'est ce fléau de l'obsolescence programmée dont vous parlez. Oui. Autre sélection d'articles, Stéphane. Dans la FRC, il y a un comparatif de prix de produits achetés dans les mini-magasins, stations-service, gares, aéroports. Exact. La FRC est allée faire ses emplettes chez Coop et Migros en comparant les commerces traditionnels et ce qu'on appellera les shops. Résultat des courses, c'est presque quasiment le double dans ces shops. C'est aussi un choix qui est plus limité, un assortiment qui est plus faible. La fraîcheur est aussi remise en question. La seule chose de positive qui ressort, c'est qu'il semble qu'il y a des articles qui sont un peu plus de proximité dans ces shops. D'accord. Chez nos voisins français, des articles dans 2 revues qui s'intéressent aux assistants, si on peut dire, Home Assistant. Exact. Ces enceintes, entre guillemets, intelligentes. Oui. Donc, c'est la revue Test Achat et Que Choisir qui ont travaillé là-dessus. Ils ont fait un certain nombre de tests sur les différents produits. Ce qui ressort de ça, c'est plutôt un constat d'échec. Ce sont des appareils, vous les branchez chez vous, ils vous écoutent à la maison toute la journée. Donc, il y a vraiment un gros problème d'espionnage à la maison, un gros risque avec ces appareils-là. Et puis, sur la qualité, quand on pose des questions, quand on fait des demandes, ces appareils ne sont pas encore adaptés au marché de chez nous. Donc, ce que je dirais, et ce que disent les revues, c'est il n'y a pas besoin de ces produits dans l'état actuel. Attention à la confidentialité et la recommandation, c'est plutôt de ne pas les acheter. D'accord, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne les a pas forcément testés maintenant. D'ailleurs, ils ne sont pas très, très nombreux. Dernier article que vous avez sélectionné est très intéressant, un peu inquiétant. C'est dans Test Achat Santé. Exact. Sous le titre « Plus de morts que sur les routes », Test Achat Santé fait un article sur le nombre de personnes infectées en milieu hospitalier qui tuent beaucoup plus que la route. Chez les Belges, par an, c'est 100 000 personnes infectées et 3 000 morts qui en résulteraient. Alors, j'ai essayé de trouver des chiffres en Suisse. Oui. Ce sont des vieux chiffres parce que les chiffres vont être actualisés à la fin de l'année. Mais en Suisse, on a des estimations de 70 000 cas de personnes infectées par année dans le milieu hospitalier, ce qui génère 2 000 morts en Suisse. Quand on sait que sur la route, piétons, cyclistes, motos et conducteurs, on a 233 morts par année. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ces explications, Pierre Muller. Bonne soirée, bon retour à Lausanne. Merci.